Un seul gros titre pour ce journal, 11 décembre 2020. Dans quelques heures, le Burkina commémorera 60 ans d'indépendance vis-à-vis de la colonie française. Le président du Faso, avec à ses côtés deux de ses ministres, ont visité à Banfora les réalisations à l'occasion de la fête. Nous vous proposons dans ce journal également le discours du président Roch Kaboré à l'occasion de ce 11 décembre. Discours qui sera analysé par notre chef de desk politique Bernard Bourma qui est sur ce plateau. Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce journal. Comme annoncé donc, nous vous proposons de découvrir ensemble le discours du président Roch Kaboré à l'occasion de la fête de l'indépendance à Banfora, 60e anniversaire donc, qui a lieu dans quelques heures. C'est en synchronisation avec les antennes de la télévision nationale. Cette année, la célébration de notre fête nationale est placée sous le thème « Cohésion nationale et engagement patriotique » pour un développement durable du Burkina Faso dans un contexte d'insécurité de Covid-19. Il s'agit là d'une interpellation collective pour un Burkina Faso résolument tourné vers l'union sacrée de ses filles et fils pour faire face aux défis actuels et assurer à notre pays la sécurité, la santé et le développement économique et social. L'atteinte de telles ambitions pour lesquelles je me suis engagé avec vous passe nécessairement par un changement de mentalité et de comportement. La culture de la tolérance et du vivre ensemble, le civisme, le patriotisme, le dialogue inclusif, la prise en compte de nos valeurs culturelles positives, socle de paix et de cohésion, seront la clé de notre succès. En la matière, force est de reconnaître que des défis importants restent à relever si nous voulons être en phase avec le besoin légitime de paix, de sécurité et de développement harmonieux de notre pays. C'est pourquoi j'engage le gouvernement, le peuple burkinabé dans ses différentes composantes et chaque burkinabé à assumer chacun sa part de responsabilité pour faire de la cohésion sociale et du patriotisme des réalités concrètes au plan politique, administratif, économique et social. Je réaffirme avec force qu'aucune nation ne peut prospérer dans le désordre, l'incivisme, la corruption, le reniement de la patrie, autant de fléaux qui fragilisent la cohésion sociale et les efforts pour un mieux-être collectif. Pour ce faire, je dois rappeler qu'autant chaque Burkinabé a des droits, autant il a des devoirs qu'il doit assumer. Dans l'intérêt de tous, nous ferons en sorte qu'il en soit ainsi. Chères concitoyennes, chers concitoyens, la bande sahélo-saharienne dont fait partie le Burkina Faso, est confronté depuis quelques années à des attaques terroristes qui endeuillent les familles et occasionnent de nombreux déplacés internes. Cette situation qui vise à saper les efforts de développement et de construction de notre cher pays est inacceptable. En cet instant solennel, je voudrais ici redire toute ma compassion aux familles qui ont vu les leurs tomber pour défendre la patrie et assurer la sécurité de l'ensemble des Burkinabés. Je m'incline devant la mémoire de tous nos braves soldats et valeureux volontaires pour la défense de la patrie, tombés sur le champ de bataille pour défendre l'honneur et la fierté de notre peuple. La nation leur est reconnaissante à jamais pour leur courage. J'associe à cet hommage toutes les victimes innocentes de cette barbarie terroriste et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés civils et militaires. Aux déplacés internes, je voudrais les rassurer de ma solidarité et leur dire que le gouvernement met tout en œuvre pour créer les conditions de leur retour dans leurs localités respectives, dans la sécurité et la dignité. À tous nos soldats, à tous nos volontaires pour la défense de la patrie qui sont mobilisés au quotidien, je réitère mes encouragements. C'est grâce à leur détermination que nous enregistrons des victoires dans le combat contre les forces du mal. Leur engagement à défendre la nation jusqu'au sacrifice suprême nous interpelle individuellement et collectivement. Face aux défis sécuritaires, les efforts du gouvernement se poursuivront.
pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité en matériel, en formation et en effectifs pour plus d'efficacité sur le théâtre des opérations. Je tiens à réaffirmer que l'action internationale du Burkina Faso pour contribuer à l'éradication du terrorisme ne faiblira pas. En cela, nous continuerons de travailler de concert avec la force conjointe du G5 Sahel et toutes les autres initiatives militaires ou politiques internationales engagées dans la lutte contre le terrorisme en vue d'un retour de la paix et de la stabilité au Burkina Faso et dans la sous-région. Chers compatriotes, la pandémie de la COVID-19 apparue en mars dernier dans notre pays est toujours d'actualité. Aussi voudrais-je inviter les Burkinabés à la discipline et au sens des responsabilités. Les mesures spéciales prises par le gouvernement au plan social et économique en vue de réduire le ressenti des conséquences liées aux restrictions visant à freiner la progression de la pandémie n'auront de sens que si nous parvenons ensemble à briser la chaîne de contamination par le respect des mesures barrières. Le sacrifice consenti par le personnel de santé et les acteurs engagés dans la lutte contre cette maladie s'en trouvera pleinement justifié. C'est le lieu pour moi de leur exprimer toute la reconnaissance de la nation pour leur engagement, quelquefois au prix de leur vie, dans la lutte contre cette pandémie. Je salue tous les acteurs nationaux et internationaux pour leur accompagnement. La forte pluviométrie de cette année, bénéfique par endroits pour la saison agricole, a eu des conséquences dramatiques, particulièrement dans les zones où les populations sont exposées aux risques liés aux inondations. C'est une question récurrente qui nous interpelle tous, en particulier les populations installées sur les zones inondables. Je voudrais à cet égard réitérer l'engagement du gouvernement à apporter une réponse efficace et durable au problème des inondations dans notre pays, tout en rappelant la nécessité pour tous de respecter les règles en matière d'urbanisme et d'assainissement de notre cadre de vie. Chers compatriotes, burkinabés de la diaspora, le 22 novembre dernier, le peuple burkinabé a été invité aux urnes pour désigner le président du Faso et élire une nouvelle Assemblée nationale pour les 5 années à venir. La bonne tenue des élections couplées, présidentielles et législatives, renforce l'ancrage de la démocratie et de l'état de droit au Burkina Faso. Nous avons ainsi franchi une étape importante de la vie politique de notre pays. Ces élections, dont les résultats provisoires ont été salués par tous, confirment l'image d'un peuple conscient et responsable. C'est pourquoi je félicite le peuple burkinabé et l'ensemble des acteurs, notamment les candidats, les partis et formations politiques, les organisations de la société civile, les responsables coutumiers et religieux pour leur sens du patriotisme et de la responsabilité qui a permis la tenue de ces élections dans un climat politique et social apaisé. Mes félicitations vont également aux forces de défense et de sécurité et à la Commission électorale nationale indépendante pour la sécurisation et la bonne conduite à son terme du processus électoral. Je remercie tous les partenaires techniques et financiers, ainsi que les observateurs nationaux et internationaux pour leur contribution à la réussite de ces scrutins. Le consensus recherché autour des élections du 22 novembre 2020 et qui a prévalu avant, pendant et après la proclamation des résultats provisoires nous indique désormais la voie à suivre. Il vient ainsi convaincre définitivement les plus sceptiques de la capacité du peuple burkinabé à décider de son avenir. Je remercie particulièrement nos compatriotes de la diaspora qui ont pris activement part à l'élection présidentielle pour la première fois. J'ai une pensée pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu participer à ces élections, car je comprends ce qu'ils ressentent en pareille situation. À la faveur de la consolidation de la paix et de la sécurité, et tirant les enseignements au plan organisationnel de ces scrutins, les mesures seront prises pour assurer la pleine participation de tous les Burkinabés au scrutin à venir. Peuple du Burkina Faso, concitoyennes et concitoyens, en ce 60e anniversaire de notre indépendance, je voudrais réitérer ma gratitude à la communauté des amis et partenaires techniques et financiers du Burkina Faso pour leur engagement au profit du financement du Plan national de développement économique et social.
Je saisis également cette opportunité pour réitérer au peuple burkinabé toute ma reconnaissance pour la confiance placée en ma personne pour conduire à nouveau la destinée de notre cher pays, le Burkina Faso, pour les 5 prochaines années. C'est une marque de profonde considération et je voudrais dire très sincèrement merci. C'est un chemin que je veux parcourir encore avec vous. C'est donc ensemble que nous construirons le Burkina Faso de nos ambitions et de nos rêves partagés. J'ai foi que dans la même dynamique, avec le même engagement et le même esprit de cohésion et de patriotisme, nous réussirons à consolider les bases d'une nation démocratique et de paix. Bonne fête nationale à toutes et à tous. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. Un retour donc sur ce plateau après ce discours à l'occasion de la fête de l'indépendance, le discours du président du Faso. Nous allons donc l'analyser avec Bernard Bouma qui est sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue Bernard. Bonsoir Sonia et merci de me recevoir. Alors d'abord, comment est-ce que vous analysez la forme de ce discours depuis Banfora? D'abord, il faut dire que pour les éléments de forme, c'est ce qui est... C'est du déjà vu et c'est comme ça que ça se passe chaque 11 décembre. La veille, le chef de l'État s'adresse à la nation. Donc avant, ça se faisait à Ouagadougou, mais bon, avec les célébrations tournantes, c'est maintenant sur le site que le discours a lieu, en préenregistré. Donc parfois c'est du faux direct, parfois c'est du direct. L'autre aspect, c'est que côté forme, c'est un discours que le chef de l'État a donné debout, avec pas une grande gestuelle comme c'est le discours du chef de l'État, pas beaucoup de grandes gestuelles. L'autre aspect aussi, c'est un chef de l'État qui, on sent dans la lecture, accroché à ce qu'on appelle un pupitre pour pouvoir dire effectivement ce discours-là. Mais dans la forme, ce n'est pas un discours qui sort de l'ordinaire parce qu'il est resté dans le carcan classique d'un discours tenu la veille d'un 11 décembre. Donc pas de grandes promesses également, parce que c'est le discours du 11 décembre, ce n'est pas le discours de fin d'année. Et le fond, quels sont les points qui sont tellement marquants que le président a mentionnés? Les points saillants, c'est sécurité, Covid, comme cohésion sociale et également élection. Donc la maladie à coronavirus, d'abord les questions sécuritaires, où il a eu une pensée pour les forces de l'ordre tombées, et tous ceux qui se sont sacrifiés pour le Burkina Faso. Ensuite, Covid, qui a effectivement mis à rude épreuve l'économie nationale, mais aussi qui n'est pas encore résorbée. Donc, il faut redoubler la vigilance. Les questions électorales aussi, où il a rappelé que les Burkinabés viennent encore de montrer à la face du monde qu'ils sont capables de s'assumer. Maintenant, cohésion sociale, où il fait cas des valeurs qui doivent incarner le Burkinabé, et qui ne devrait pas faire place à de l'incivisme ou à un reniement effectivement du Burkina Faso, de la mère patrie. Donc un Burkina Faso de dialogue, un Burkina Faso de tolérance. Donc bref, les points saillants sont ces 4 points effectivement que je viens d'énumérer dans le discours. Est-ce qu'il y a autre chose qui pouvait peut-être être évoqué? Bon, ce qui pourrait être évoqué, c'est comment est-ce qu'il va aborder son mandat. Mais je pense également que là, le président s'est voulu réserver. Est-ce que c'est le lieu? Parce que les résultats n'ont pas encore été confirmés. Justement. Donc, le Conseil constitutionnel n'a pas encore confirmé les résultats. Deuxièmement, il n'est pas encore officiellement investi. Et donc, troisièmement aussi, je l'ai dit, c'est le discours du 11 décembre. Donc, on parle d'indépendance, on parle rappel de lutte. Donc, c'est la fin d'année qui est beaucoup plus le moment des grandes promesses, parce que c'est une nouvelle année qui commence. On commence le nouvel an avec quoi? Quel engagement on prend? Et en ce moment, peut-être qu'au 31, comme l'investiture c'est le 26, selon le calendrier, et donc à partir de ce moment-là, il pourra endosser officiellement l'habit du chef de l'État, parce qu'il y a eu des élections, et pouvoir effectivement s'exprimer peut-être de façon plus accrue ou plus ouverte sur certaines questions de l'heure, et puis par rapport à l'orientation générale qu'il veut donner à son magistère. Donc il ne pouvait pas effectivement faire cas de comment est-ce qu'il va aborder son nouveau mandat, compte tenu du fait de ce que effectivement
nous venons de dire. Donc je dis bien, il s'est beaucoup limité dans des aspects classiques, un discours dit seulement pour marquer l'événement, mais pas grand contenu à l'intérieur. C'est le discours du chef de l'État où vous écoutez à la fin, vous dites que finalement il a dit quoi. Parce qu'il n'y a pas grand chose à retenir. Alors il ne pouvait pas non plus faire de grandes promesses. Du tout. Oui. D'ailleurs, vous aurez remarqué que quand le chef de l'État annonce ces grandes mesures, en général, c'est en la faveur du discours de Nouvel An. Donc, qui est prononcé le 30 soir, donc, le 31 soir, donc la veille du 1er. Et donc, là, effectivement, il y a de grandes promesses parce que ça permet de voir le cap et tout et tout. Donc, je me dis qu'à cette occasion, dans quelques jours, parce que c'est même pas encore... aujourd'hui, nous sommes au 10, demain c'est le 11, donc dans une vingtaine de jours, le même président va revenir avec un discours, peut-être avec un ton un peu plus enlevé, avec peut-être suffisamment de verve et moins contenu que plus contenu que ce qu'on a vu ce soir, mais peut-être également avec par rapport aux questions de réconciliation, par rapport à la cohésion sociale, par rapport aux questions de terrorisme et par rapport au nouveau mandat, comment est-ce qu'il entend l'aborder. Je me dis qu'à cette occasion, on pourra voir les grandes lignes parce que l'Assemblée nationale s'installe le 30 et peut-être que les choses vont s'accélérer aussi pour qu'on ait un gouvernement très tôt cette année, contrairement à 2015. Merci beaucoup Bernard Bougma pour cette analyse donc sur le discours du président du Faso à l'occasion du 11 décembre, discours depuis donc Banfora où nous restons donc ce matin. Le président du Faso ainsi que les ministres des infrastructures et de l'habitat ont visité les réalisations à l'occasion de cette fête. On voit le reportage de Mamidriane Kamabou. C'est ici que le président du Faso, Rochma Christian Kaboré, a débuté sa visite des infrastructures réalisées dans le cadre du 11 décembre à Banfora. Sur ces sites, 204 logements sociaux de type F3 ont été construits sur une superficie de 25 hectares. Je dois pouvoir dire quand même que dans les délais qui étaient impartis, les choses ont bien avancé. Il est évident que lorsqu'on fait 11 décembre dans une région, il est plus qu'évident qu'après le départ et les festivités, tous les travaux confortatifs doivent se poursuivre pour qu'il y ait un meilleur embellissement de la ville, notamment de Banfora. Et également, vous savez qu'également il y a des bitumes qui ont été faits également à Nyangologo et dans l'autre province également, notamment Sendou, qui sont en train d'être achevés. Donc nous pensons que l'essentiel est déjà fait. Il faut que nous travaillions certainement plus tard à faire en sorte que la route de Bobo-Dioulasso à Banfora, nous puissions améliorer son cadre. Après le logement social, cap est mis sur la maison des jeunes de Banfora. Ici, le président du Faso et sa délégation ont visité le salon des curiosités, de conservation et de collection qui se tient sur le centenaire du Burkina Faso et le 60e anniversaire de son indépendance. De la création de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, à l'histoire récente du pays, la délégation du chef d'État s'est imprégnée de l'histoire du pays des hommes intègres. Dans ce salon, plusieurs objets et images sur la création et l'évolution du Burkina Faso de 1919 à 2020 et sur les 60 ans d'indépendance y sont exposés. Comme vous voyez également, nous avons tous les gouvernements, tous les chefs d'État qui sont succédés, les leaders de la région des Cascades. Et c'est autant de choses qui, historiquement, sont importantes. C'est pourquoi je voudrais en tout cas lancer un appel à tous les mécènes et les personnes de bonne volonté à pouvoir aider ceux qui organisent, je dirais, ce type de salon qui nous montrent les raretés qui ont existé dans notre pays. Et je m'inscris en tout cas en premier à vouloir faire cette contribution pour leur permettre d'avancer un peu plus dans ce travail. La salle polyvalente, le site de la parade civilo-militaire et la place de la Nation sont également les infrastructures visitées par le président du Faso.
Le maire de la commune de Ouagadougou a procédé aujourd'hui 10 décembre au lancement des travaux d'entretien des routes en terre dans l'arrondissement 7 de la ville de Ouagadougou. Ces travaux, selon Armand Pierre Bewende, entrent dans le cadre de la mise en œuvre du programme de mandat 2016-2021. On en parle avec Sanata Serré. Bientôt, fini le calvaire quotidien des habitants de Nagré, quartier périphérique situé dans l'arrondissement 7 de la ville de Ouagadougou. Ce 10 décembre, le maire Armand Pierre Bewende a lancé les travaux d'entretien des routes en terre dans le dit arrondissement. En saison pluvieuse, ces routes, notamment celles menant au CSPS de Nagré, étaient quasiment impraticables et leur entretien était longtemps attendu par les habitants. Ces travaux, selon le maire de la ville de Ouagadougou, s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de mandat. Et le retard dans son exécution était dû au manque de matériel de terrassement, à en croire le maire. Il fallait d'abord acquérir le matériel que vous voyez. Les procédures de passation de marché et d'acquisition sont tellement longues et tellement compliquées que ce n'est que maintenant que nous avons pu acquérir ce matériel. À notre arrivée à la tête de la commune ne disposait pas d'engins ni de camions. Donc nous avons pu enfin avoir notre brigade à nous. Donc on a fait un programme pour que dans les 12 arrondissements de la ville de Ouagadougou, les principales artères soient reconfigurées en attendant que nous ayons les moyens de pouvoir les remplir. Comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est vrai que vous savez que dans notre programme de mandat, la mobilité urbaine était la première des priorités. Pour le maire de l'arrondissement 7 de la commune de Ouagadougou, c'est un ouf de soulagement. L'arrondissement 7 ne dispose d'aucune voie et ces routes qui seront bientôt aménagées vont faciliter la mobilité des populations et leur accès aux services sociaux de base. Cette voie mène vers un centre de santé, un CSPS qui est juste à côté. Si vous prenez la voie, vous allez voir que la voie est bien pratique. Je vous avoue que le lancement des travaux de ce matin est un coup de soulagement pour moi, c'est le maire de l'arrondissement 7. Les voies sont impraticables, on juge le maire à partir des métiers, tout en oubliant que le maire n'a pas les moyens. Le maire d'un arrondissement n'a pas les moyens pour filer les voies. Et depuis 2016, nous n'avons pas cessé d'interpeller au maire de la commune de Ouagadougou. Les travaux consisteront à rendre les routes en terre praticables à travers des reprofilages et la création des systèmes d'évacuation des eaux. Le délai d'exécution des travaux est de 3 semaines. Ouagadougou dispose de plus de 2000 km de routes, dont environ 20% bitumées et près de 1800 km en terre. Et dans le cadre de son programme, plus de 5 km de routes seront aménagées dans chacun des 12 arrondissements de la ville de Ouagadougou. Direction Bobo-Dioulasso, où le maire, dans une sortie, a constaté l'état d'avancement des travaux de réfection des voiries de la commune, un projet qui va toucher 7 secteurs de la commune. C'était en présence de notre correspondant Joseph Koudgou. Le maire de la commune de Bobo-Dioulasso et sa délégation ont initié cette sortie de terrain pour constater l'état d'avancement des travaux de réfection de la voirie de la commune. Sur le terrain, les travaux ont débuté et avancent bien dans l'ensemble. Malgré quelques difficultés observées ça et là, Bouraïma Sanou s'est dit satisfait. Nous sommes sortis ce matin avec le maire d'arrondissement, plus les techniciens, pour symboliquement marquer le début du programme de tournée des engins au niveau des arrondissements. Vous saviez que nous avions quelques engins pour essayer de reprofiler les voies après la saison pluvieuse. C'est un programme qui a été fait. Malheureusement, les pluies ne nous ont pas permis de l'exécuter. Donc nous l'avions commencé. Il faut reconnaître que les engins que nous avions, en termes de camions, ne sont pas suffisants pour faire un travail remarquable. Alors c'est en cela que nous avions demandé aux arrondissements d'user de leurs relations, d'user de leurs possibilités, et chercher des engins ajoutés pour qu'on puisse les ravitailler en carburant et qui vont s'adjoindre aux engins de la commune pour pouvoir faire le travail. Alors je tire mon chapeau, je pense que ça a bien commencé. L'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso est l'un des bénéficiaires de ces réalisations d'infrastructures routières. Une initiative fortement saluée par Herman Sirima. Il faut noter que depuis une semaine, les travaux ont été lancés au niveau de l'arrondissement numéro 7 pour améliorer la circulation au niveau des différents secteurs. Donc il faut saluer ici déjà l'engagement des services techniques au niveau de la commune de Bobo-Dioulasso. Et comme nous savons tous qu'au niveau de la logistique, les moyens sont limités, nous avons fait appel effectivement aux partenaires extérieurs
et qui nous ont appuyés comme il se doit avec la logistique. Et avec le concours effectivement de nos différents responsables de direction au niveau de la commune de Bobo-Dioulasso, nous arrivons aujourd'hui à faire un travail remarquable. Le bourgmestre de Bobo-Dioulasso a aussi profité de cette sortie, sensibiliser une fois de plus les citoyens sur la bonne pratique en matière d'entretien de la voirie urbaine. Et nous avons fait le constat amer que ce qui est reprofilé, malheureusement, pour des raisons diverses, je ne dirais pas à tort ou à raison, que les populations puissent sortir drainer ce qu'ils appellent des ralentisseurs de façon anarchique. Alors on se demande est-ce qu'il fallait même reprofiler la voie. Bon, quelque part oui, mais les riverains approchés nous font comprendre que c'est souvent pour des questions de poussière et surtout pour des questions de vitesse. Selon les propos du maire de la commune, tous les 7 arrondissements seront touchés par ce projet qui devrait s'achever le 24 février prochain. Et nous restons avec Joseph Koudougou et à Bobo-Dioulasso toujours, où le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme a dévoilé aujourd'hui les plans architecturaux de la Cité des Artistes. L'infrastructure va proposer entre autres des hébergements de plus de 2000 lits, 10 salles de répétition, 4 studios de création, un bloc administratif, des ateliers et des aires de spectacle en plein air. L'ensemble du projet va coûter 25 milliards de francs CFA. Correspondance donc. Voici ce à quoi va ressembler la Cité des Artistes à Bobo-Dioulasso une fois le projet achevé. Un projet qui a d'ailleurs été présenté dans ses grandes lignes à travers ce point de presse animé dans la ville de Sia. Il a pour maître d'ouvrage le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. La réalisation d'une Cité des Artistes est un projet qui remonte, j'allais dire, à de nombreuses années. Avec l'engagement du gouvernement, nous sommes progressivement en train d'aboutir à la réalisation de ce projet qui va donner un espace où les artistes qui viennent à la Semaine nationale de la culture, mais de façon plus générale, l'ensemble des artistes qui vont se retrouver à Bobo-Dioulasso pour diverses prestations, ils puissent loger dans un premier temps dans des conditions de dignité humaine. La cité est conçue pour être un lieu de création artistique. Parce que la culture se vit, se perpétue lorsqu'il y a la possibilité d'être permanemment dans une dynamique de création. La construction de cette infrastructure a été confiée à Créa Associates en collaboration avec CHB Architecture. La cité, comme on l'avait dit, comprend plusieurs entités fonctionnelles. Donc vous aurez la première entité importante, c'est les hébergements. Donc vous aurez des dortoirs d'environ d'une capacité de plus de 2000 places. Et vous avez à côté tout ce qui est espace d'expression culturelle, de créativité. Vous avez des salles de répétition, des salles de spectacle, des espaces en plein air, donc des espaces pour les enfants, et des aires de sport, des arènes de lutte. Et surtout aussi le restaurant qui pourra permettre aux artistes de se restaurer sur place. Donc tout ça va permettre d'avoir... Le projet c'est comme un village artistique qui va vraiment permettre d'abriter toute cette semaine tranquillement dans un seul espace et même lieu. Pour un budget provisionnel de 25 milliards de francs CFA, la Cité des Artistes sera érigée sur une superficie de 4,45 hectares au secteur 18, quartier Sarfalao de Bobo-Dioulasso. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite, excellente fête de l'indépendance à toutes et à tous. Restez encore avec nous pour la suite des programmes sur votre télé. Tout à l'heure à 21h, une émission spéciale qui évoque donc la participation citoyenne en temps de crise. C'est avec Bernard Bourma. Bonsoir.